Madame, vous faites quoi exactement ici? Je fais des achats, c'est un magasin. Ouais. Le truc, c'est que des gens comme vous traînent pas souvent dans des endroits comme ça. Posez ça et sortez avant que ça dégénère. Pardon? J'ai rien fait de mal. Elle fait des remarques et me traite comme si j'avais rien à faire ici. Une femme blanche nommée Patricia Patterson a remarqué Amara Bennett, une Française noire, en train de s'attarder sur des robes coûteuses chez Bellacore Luxury Boutique pendant environ 10 minutes. Et elle a immédiatement appelé son mari, l'agent Dennis Patterson, en insistant sur le fait qu'une Française noire, suspecte, se trouvait dans le magasin, probablement sur le point de voler, et qu'elle ne se sentait pas en sécurité. L'agent Patterson est arrivé quelques minutes plus tard et a confronté Bennett, au moment où elle choisissait des robes à essayer, a exigé une pièce d'identité et lui a dit que quelqu'un comme elle n'avait pas sa place dans une boutique chère et devait partir avant qu'il ne l'arrête pour avoir mis les autres clients mal à l'aise. Quand Bennett, la véritable propriétaire et fondatrice de la boutique, a révélé qui elle était et a dit qu'elle avait bâti cette entreprise à partir de rien, l'agent Patterson a refusé d'y croire, l'a accusé de mentir et d'usurpation, lui a passé les menottes devant des clients stupéfaits et a commencé à la traîner hors de son propre magasin, alors qu'elle insistait qu'elle disait la vérité. Ce que l'agent Patterson et sa femme raciste ne savaient pas, c'est que le manager de la boutique, Peter Prescott, était sur le point de revenir de sa course et de reconnaître instantanément sa patronne en train d'être arrêtée, menottée. Qu'une simple recherche Internet prouverait immédiatement que Bennett était la propriétaire de la chaîne de boutiques de luxe. Et que leur hypothèse raciste, qu'une Française noire ne pouvait pas posséder un magasin haut de gamme, allait leur coûter leur carrière à tous les deux, et se terminer par une plainte à 680 000 $ qui exposerait leur longue habitude de cibler et harceler des personnes noires. Avant d'aller plus loin, vous regardez d'où, quelle ville, quel pays? Écrivez-le dans les commentaires. On adore voir d'où vous nous suivez. Et si vous pensez que faire du shopping en étant noir ne devrait jamais se terminer par une arrestation dans son propre magasin, alors likez cette vidéo et abonnez-vous. Amara Bennett a garé sa voiture dans le quartier commerçant chic de Madison Avenue juste après 14 heures, un jeudi après-midi, et heureuse de s'offrir quelques heures de flânerie et de shopping dans la ville où elle venait d'emménager 2 semaines plus tôt. À 38 ans, Bennett était la fondatrice et PDG de Bellacore Luxury Boutique, une chaîne de vêtements féminins haut de gamme qu'elle avait construite de zéro au cours des 5 dernières années. Elle avait commencé avec une petite boutique financée par ses économies et un prêt professionnel, travaillé 16 heures par jour pendant 3 ans, et transformé ce premier point de vente en une chaîne de 4 niveaux, valorisée à plus de 3 millions de $. Elle employait 42 personnes sur ses différents sites et elle venait de s'installer dans cette ville pour superviser personnellement l'ouverture de son nouveau flagship, prévu le mois prochain. Aujourd'hui, Bennett avait décidé de visiter la boutique Bellacore d'origine incognito. Elle voulait parcourir tranquillement les rayons et observer comment l'équipe faisait tourner le magasin sans annoncer qu'elle en était la propriétaire. Elle portait des vêtements soignés mais sobres, un jean de créateur parfaitement ajusté, un chemisier crème en soie, des bijoux en or discret et des ballerines en cuir coûteuses. Elle ressemblait exactement à la clientèle aisée visée par ces boutiques. Avec un petit sourire, elle a franchi les portes vitrées de Bellacore Boutique, heureuse de revoir son tout premier magasin, après plusieurs mois passés loin, concentrée sur l'expansion. La boutique était magnifique, exactement comme Bennett l'avait conçue. Haut plafond, éclairage élégant, portant soigneusement agencé par couleur et par style, des espaces d'assises moelleux pour les clientes, musique douce en fond. Environ 6 autres clientes parcouraient le magasin, la plupart des femmes blanches dans la trentaine ou la quarantaine, examinant les pièces avec l'attention prudente que des vêtements chers méritent. Parmi elles, il y avait Patricia Patterson, une femme blanche d'une quarantaine d'années, tenue de tennis, sac de créateur au bras. Elle regardait le portant des promotions près de l'entrée quand Bennett est entré. Patricia a levé les yeux au tintement de la clochette et son regard s'est immédiatement verrouillé sur Bennett. Elle l'a suivi des yeux tandis qu'elle passait devant elle vers les présentoirs principaux.
Et dans la tête de Patricia, un interrupteur s'est enclenché. Suspicion, instantanée, au simple fait de voir une Française noire entrer dans cette boutique chère. Bennett, elle, ignorait complètement qu'elle était observée. Elle a rejoint un présentoir de robes de soirée au fond, a fait glisser ses doigts sur les tissus, vérifiant la qualité et la mise en valeur des pièces, notant mentalement que l'équipe faisait un excellent travail de merchandising. Elle a sorti une robe cocktail bleu profond et l'a tenue devant elle, examinant les coutures et le tombé. Elle faisait du shopping et en même temps, elle évaluait son propre stock avec l'œil critique de quelqu'un qui avait sélectionné chaque article personnellement. 5 minutes ont passé. Bennett est passé des robes de soirée aux robes casual, tirant quelques pièces, vérifiant les étiquettes et réfléchissant à ce qui conviendrait pour les événements pro qui l'attendaient. Elle agissait comme n'importe quelle cliente. Elle prenait son temps, réfléchissait, comparait. Patricia Patterson la regardait sans relâche. Patricia faisait semblant d'examiner un chemisier tout en gardant Bennett dans sa vision périphérique, traquant chacun de ses déplacements. Dans l'esprit raciste de Patricia, le fait que Bennett parcourt soigneusement les rayons n'était pas le comportement d'une cliente exigeante. C'était, pour elle, le comportement d'une personne repérant les lieux, cherchant une opportunité de voler. Patricia n'avait aucune preuve, aucune raison, à part la couleur de peau de Bennett, de croire qu'il se passait quelque chose de suspect. Mais son préjugé remplissait les blancs d'un récit qui, dans sa vision déformée du monde, et autant faisait sens. 10 minutes ont passé. Bennett était maintenant dans un troisième espace, des pièces de créateurs à associer, chemisiers en soie et pantalons tailleurs, pour des contextes professionnels. Elle n'avait toujours pas arrêté son choix final. Elle flânait, profitait, dans son propre espace, magnifiquement conçu. Pour Patricia, le fait que Bennett soit là depuis 10 minutes sans acheter était une preuve qu'un acte criminel se préparait. Patricia a sorti son téléphone et s'est déplacée vers un coin plus calme près des cabines d'essayage. Elle a baissé la voix en composant le numéro de son mari, mais ses yeux n'ont jamais quitté Bennett. « Dennis, c'est moi », a-t-elle dit doucement quand il a décroché. « Je suis à Bellacord Boutique sur Madison Avenue. Il y a une Française noire ici qui agit de manière très suspecte. Ça fait 10 minutes qu'elle tourne, regarde des choses, sans acheter. Je pense qu'elle va voler. Je ne me sens pas en sécurité. » L'agent Dennis Patterson était dans sa voiture de patrouille à environ 2 miles, en train de terminer de la paperasse quand l'appel de sa femme est arrivé. À 48 ans, Patterson était policier depuis 22 ans et avait développé la même vision raciste que sa femme à force de profilage des communautés minoritaires. Quand Patricia lui a dit qu'il y avait une Française noire, suspecte, dans une boutique chère, il n'a pas remis son évaluation en question une seule seconde. « Reste où tu es », a dit Patterson. « Je suis à 15 minutes. Garde un œil sur elle, mais ne la confronte pas. Je gère ça quand j'arrive. » Patricia a raccroché et a glissé son téléphone dans son sac, satisfaite d'avoir fait son devoir civique en signalant une activité suspecte. Elle est revenue à son faux shopping tout en continuant de surveiller Bennett comme un faucon surveille une proie. Bennett, toujours totalement inconsciente que la police avait été appelée sur elle, a finalement fait sa sélection. Elle a pris 3 robes, une robe cocktail bleu marine, une robe business gris anthracite et une robe de soirée bordeaux, et les a posées sur son bras. Elle a commencé à marcher vers les cabines au fond pour les essayer. C'était un comportement normal, attendu, dans n'importe quelle boutique, mais elle n'atteindrait jamais les cabines. La porte de la boutique s'est ouverte et l'agent Dennis Patterson est entré en uniforme complet. Bleu marine, e-badge bien en évidence sur la poitrine, arme de service visible à la ceinture, radio crépitant parfois avec le dispatch. Grand homme blanc aux cheveux grisonnants, il portait l'assurance de quelqu'un qui, depuis 2 décennies, exerçait l'autorité sans être souvent contesté. Son regard a balayé la boutique et a immédiatement trouvé ce qu'il cherchait. Une Française noire tenant des robes chères. Il a marché droit sur Bennett d'un pas décidé, obligeant des clientes à s'écarter. Bennett était à environ 5 pieds de l'entrée des cabines
quand elle a remarqué l'agent venir vers elle. Elle s'est arrêtée, confuse, et s'est tournée. « Excusez-moi, madame », a dit Patterson, un ton déjà chargé d'autorité et de soupçon. « Je dois vous parler. » Bennett l'a regardé, réellement perplexe. « Oui, agent, il y a un problème ?»« Qu'est-ce que vous faites dans ce magasin ?» a demandé Patterson, ses yeux passant du visage de Bennett aux robes, puis revenant. La confusion de Bennett s'est approfondie. « Je fais du shopping, évidemment. Il y a quelque chose qui ne va pas ?» L'expression de Patterson s'est durcie. « J'ai reçu un appel disant qu'il y a une Française noire dans ce magasin qui agit de manière suspecte, possiblement en train de planifier un vol. La plante a dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité. » Bennett a senti son ventre se contracter, tandis qu'une colère brûlante lui montait dans la poitrine. Elle a regardé autour, les autres clientes fixaient maintenant la scène. Elle a vu Patricia Patterson près d'un présentoir, observant avec une satisfaction à peine dissimulée. Bennett est revenu vers l'agent, incrédulité dans la voix. « Ah, vous êtes sérieux ? Je fais du shopping. C'est ce que les gens font dans une boutique. Je tiens des robes que j'ai choisies pour les essayer. C'est parce que je suis noire ?» Patterson a levé la main dans un geste censé calmer, mais qui sonnait condescendant. « Madame, vous devez vous calmer. Je réponds à un appel et je fais mon travail. Je dois voir une pièce d'identité. » La mâchoire de Bennett s'est serrée, mais sa voix est restée contrôlée. « Une pièce d'identité pour quoi, exactement ? Je n'ai rien fait. Je suis une cliente dans un magasin. Je sélectionne des robes pour les essayer. Ce n'est pas un crime. » Le masque professionnel de Patterson a glissé, et son racisme est apparu clairement. « Écoutez, soyons honnêtes. Quelqu'un comme vous, dans cette boutique chère, ça paraît suspect. Des gens comme vous n'achètent pas normalement dans des endroits comme ça, donc je dois voir une pièce d'identité et vérifier qui vous êtes. » Les mots ont flotté dans l'air comme du poison. Plusieurs clientes ont poussé un souffle choqué. Quelqu'un a sorti un téléphone et a commencé à filmer. Bennett a fixé l'agent avec un mélange de rage et d'incrédulité. « Quelqu'un comme moi ?» a répété Bennett, la voix tendue d'une colère contrôlée. « Des gens comme moi ? Vous voulez dire des noirs ? Agent, vous dites que les noirs ne font pas du shopping dans des boutiques chères ?» Le visage de Patterson a légèrement rougi, mais il a insisté. « Je dis que j'ai reçu un appel pour activité suspecte et que je dois vérifier votre identité. C'est tout. » Bennett a déplacé les robes sur un bras et a sorti son portefeuille de son sac, où elle a extrait son permis et l'a tendu. « Voilà mon identité. Maintenant, à moins que vous ne m'inculpiez d'un crime, je vais continuer mon shopping. » Patterson a pris la carte et l'a à peine regardée avant de la rendre. Dans sa tête, il avait déjà décidé que Bennett n'avait pas sa place ici, quelle que soit sa pièce d'identité. Son jugement était basé sur la couleur de peau, et rien ne le ferait changer. « Madame, je dois vous demander de quitter ce magasin, » a dit Patterson fermement. « Vous mettez les autres clientes mal à l'aise. Si vous partez maintenant, il n'y aura pas d'autre problème. » Bennett a regardé les autres clientes. Elles avaient l'air mal à l'aise, oui, mais pas à cause d'elle. À cause de ce qu'elle voyait. Un policier en plein profilage racial. Certaines semblaient compatissantes. Patricia, elle, et avait l'air ravie. Bennett s'est retourné vers Patterson, une certitude totale dans la voix. « Je ne pars pas, je n'ai rien fait, je n'ai pas fini. J'ai le droit d'être ici et d'essayer ces robes. » Le visage de Patterson est devenu glacé. « Madame, si vous refusez d'obéir à mon ordre légal de quitter les lieux, je vous arrête pour intrusion, trespassing et trouble à l'ordre public. » « Intrusion ?» La voix de Bennett a monté d'un cran. « Trouble à la pièce ? Je tiens des robes, je fais du shopping. C'est délirant. » Une jeune femme blanche, employée de la boutique, une vendeuse nommée Jennifer, s'est approchée nerveusement. Elle a regardé Patterson, puis Bennett, essayant de comprendre. « Agent, il y a un problème ?» a demandé Jennifer. Patterson a désigné Bennett sans la quitter des yeux. « Cette femme refuse de partir après avoir mis les clientes mal à l'aise et agit de façon suspecte. Je lui ai demandé de partir volontairement. Elle refuse. »
Jennifer a immédiatement regardé Bennett avec suspicion et s'est rangée du côté de l'agent sans poser une seule question. « Madame, si l'agent vous demande de partir, vous devez obéir. Vous troublez la pièce de notre boutique. » Bennett n'en revenait pas. « Trouble la pièce? Je fais du shopping. J'ai choisi 3 robes à essayer. En quoi je trouble quoi que ce soit? » Jennifer a croisé les bras. « Madame, vous partez maintenant, sinon nous soutiendrons l'agent dans l'action qu'il jugera nécessaire. » Bennett a compris que la situation déraillait et pouvait devenir très grave si elle ne l'arrêtait pas immédiatement. Elle a regardé Patterson, puis Jennifer, et puis les clientes qui filmaient, et elle a pris une décision. « Vous savez qui je suis ?» a dit Bennett, assez fort et clairement pour que tout le monde entende. Sa voix portait une autorité qui a fait taire la boutique. « Je m'appelle Amara Bennett. Je suis la propriétaire et la fondatrice de Bellacore Luxury Boutique. Ce magasin, celui dont vous m'accusez de vouloir voler, je le possède. Je l'ai construit à partir de rien. Et vous êtes en train de me profiler racialement dans mon propre établissement. » La boutique est devenue silencieuse. Le visage de Jennifer est devenu livide. Plusieurs clientes ont poussé un cri étouffé. Un téléphone a heurté le sol. La satisfaction de Patricia a vacillé. Mais l'expression de l'agent Patterson n'a pas changé. Il n'a pas cru Bennett une seule fraction de seconde. « Bien tenté, » a dit Patterson froidement. « Mais mentir sur votre identité et usurper l'identité d'une propriétaire rend les choses beaucoup plus graves. Vous êtes en état d'arrestation. » Les yeux de Bennett se sont écarquillés, choqués et furieuses. « Je ne mens pas, je suis la propriétaire. Demandez au manager. Vérifiez l'immatriculation de l'entreprise. Googlez mon nom. » Patterson a sorti ses menottes. « Tournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. »« C'est illégal !» La voix de Bennett a monté. « Je dis la vérité. Je possède cette boutique. Vous faites une énorme erreur. »« Tournez-vous, maintenant !» a ordonné Patterson, une voix dure, finale. Les 3 robes ont glissé des bras de Bennett et sont tombées sur le sol de la boutique quand Patterson lui a saisi le poignet et lui a tordu le bras derrière le dos. Le cliquetis métallique s'est refermé autour de son poignet droit. Un son incroyablement fort dans le silence. Il a y attrapé l'autre bras et a menotté aussi, serrant plus que nécessaire. « Vous m'arrêtez pour avoir fait du shopping dans mon propre magasin, » a dit Bennett, fort pour que tout le monde entende. « C'est une fausse arrestation, c'est du profilage racial, je suis la propriétaire. »« Vous auriez dû partir quand je vous en ai donné l'occasion, » a dit Patterson, saisissant Bennett par le bras et la tirant vers la sortie. Bennett a résisté, plantant ses pieds. « Je suis Amara Bennett, la propriétaire. Appelez Peter. Appelez le manager, il vous le dira. » Patterson l'a tiré violemment. Les clientes ont sorti leur téléphone. Jennifer est restée figée, le doute apparaissant enfin. Sa Patricia Patterson s'est dirigée vers la sortie, prête à disparaître avant que ça ne se complique. Bennett a été tirée devant les présentoirs qu'elle avait choisis, devant les installations qu'elle avait sélectionnées, devant les clientes qu'elle voulait servir, traînée hors de son propre business. Menotté, tout en protestant. Patterson a atteint les portes vitrées et les a ouvertes. Bennett était à moitié dans l'encadrement, toujours en train de protester, quand la porte s'est ouverte de l'extérieur. Un homme blanc d'une 50aine d'années, des sacs de shopping à la main, est entré. Peter Prescott, le manager général de Bellacore Boutique, s'est figé net. Il a regardé Patterson, puis la femme menottée qu'on tirait dehors. Puis son regard s'est verrouillé sur le visage de la femme. La reconnaissance l'a frappé comme un coup. « Oh mon Dieu !» a lâché Peter. Ses sacs lui ont échappé des mains et sont tombés avec un bruit sourd. Pourquoi la propriétaire de cette boutique est-elle en menottes? Tout s'est arrêté. Peter a lâché ses sacs et s'est précipité, se plaçant entre Patterson et la sortie, le visage bouleversé. « Agent, qu'est-ce que vous faites ?» a-t-il exigé, la voix chargée d'urgence. « C'est Amara Bennett. Elle possède cette boutique. Elle a fondé toute la chaîne Bellacore. Pourquoi est-elle en menottes ?» Patterson a regardé Peter avec suspicion et mépris. Cette femme agissait de manière suspecte, a refusé de partir
et a prétendu être la propriétaire, ce qui est faux. Elle est en état d'arrestation pour intrusion, trouble à la pièce et mensonge à un policier. Peter a fixé Patterson comme s'il avait perdu la tête. « Ah, ce n'est pas faux. Elle est la propriétaire. Je suis le manager général de cette boutique. Je travaille directement pour elle. C'est ma patronne que vous avez en menottes. » La prise de Patterson sur le bras de Bennett n'a pas lâché. « Monsieur, cette femme ment sur son identité. Reculez et laissez-moi faire mon travail. » Peter a sorti son téléphone, les mains tremblantes, et a ouvert Google. Il a tapé vite « Bellacore Boutique Owner ». Les résultats ont chargé instantanément. Peter a tourné l'écran vers Patterson. Article après article sur Amara Bennett. Photos de Bennett à des inaugurations, interviews dans des magazines business, portraits sur son parcours d'entrepreneur noir dans la mode, de 3 jobs à une chaîne multimillions. « Regardez » a dit Peter, presque en enfonçant le téléphone sous le nez de Patterson. « C'est elle, Amara Bennett, fondatrice et PDG de Bellacore Luxury Boutique. Ce sont des articles sur son entreprise. Son visage est sur chaque photo. Elle dit la vérité. » Bennett a vu l'instant exact où la réalité a percuté Patterson. Son visage est passé de l'assurance à une pâleur incertaine en 3 secondes. Il a regardé les photos, puis le visage de Bennett, puis le téléphone. Les articles étaient indiscutables. Jennifer a porté ses 2 mains à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Elle venait de dire à sa propre patronne qu'elle troublait la pièce. Patricia, qui essayait de disparaître vers l'arrière, s'est figée. Patterson a rapidement déverrouillé les menottes et les a retirées. Ses mains ont légèrement tremblé sur la clé. « Madame, je suis désolé. Il y a eu un malentendu. »« Mon âme !» Bennett s'est frotté les poignets, marqué par le métal trop serré, et l'a coupé d'une voix glaciale. « Un malentendu ? Vous m'avez dit que des gens comme moi ne font pas du shopping dans des boutiques comme ça. Vous avez dit que quelqu'un comme moi paraît suspect. Vous avez refusé de me croire quand je vous ai dit que je possédais ce business. Vous m'avez arrêté dans ma propre boutique parce que vous ne pouviez pas imaginer qu'une Française noire puisse posséder un magasin de luxe. » Peter regardait Patterson, la colère montant. « Agent, c'est vrai? Vous lui avez vraiment dit ça? » Patterson a tenté de se rattraper. « Je répondais à un appel d'activité suspecte. Quelqu'un a signalé. »« Activité suspecte ?» Bennett l'a interrompu, une voix tranchante. « Je regardais des robes, c'est tout. Ah, je faisais du shopping dans mon propre magasin. Quelqu'un a vu une femme noire dans une boutique chère et a décidé que j'étais une criminelle. » Peter s'est tourné vers les clientes. « Qui a appelé la police sur Madame Bennett ?» Des clientes ont regardé autour, hésitantes. Puis une femme près de la caisse a pointé Patricia, qui essayait de se fondre dans un présentoir d'écharpe. Cette femme était au téléphone tout à l'heure. Je l'ai vue regarder Madame Bennett et passer un appel. Peter a marché droit vers Patricia, le téléphone toujours ouvert sur les résultats. « Madame, est-ce que vous avez appelé la police sur notre propriétaire ?» Patricia est devenue rouge vif. « Je pensais qu'elle avait l'air suspecte. Elle marchait partout depuis longtemps. J'étais inquiète pour la sécurité. C'est pour ça que j'ai appelé mon mari. » La boutique est devenue silencieuse. Tout le monde avait entendu ces 3 mots. « Mon mari ». La tête de Peter s'est tournée vers Patterson, puis vers Patricia. La connexion était évidente. « Vous avez appelé votre mari ?» a dit Peter lentement, un dégoût lourd dans la voix. Bennett a regardé Patricia, puis Patterson. Tout s'est verrouillé. « Vous êtes mari et femme. Elle m'a vu faire du shopping, vous a appelé en disant que j'étais suspecte. Et vous êtes arrivé déjà convaincu que j'étais criminel avant même de me parler. » Patricia a essayé de se défendre. « Je pensais vraiment que quelque chose n'allait pas. Je veux dire, elle regardait et n'achetait rien. » « Regarder et ne rien acheter ?» Peter l'a coupé, la voix montant. « C'est ça, faire du shopping. C'est ce que tout le monde fait ici. Elles regardent. Oh, qu'elles prennent leur temps. Qu'est-ce qu'il y a de suspect là-dedans ? C'était le fait de regarder ou le fait qu'elle soit noire. » Patricia n'avait pas de réponse. Son visage oscillait entre gêne, défensive,
et la prise de conscience qu'elle venait de ruiner la carrière de son mari, Bennett s'est tourné vers Jennifer. « Et vous? Quand l'agent vous a dit que je troublais la pièce, vous avez immédiatement approuvé sans me poser une seule question. Vous m'avez dit de partir. Vous avez soutenu qu'on arrête une cliente sur absolument rien. » La voix de Jennifer est sortie en murmure. « Madame Bennett, je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais su que vous étiez la propriétaire... » « Si vous aviez su que j'étais la propriétaire, vous m'auriez traité autrement, » a coupé Bennett. « Mais parce que vous pensiez que j'étais juste une cliente noire, vous avez supposé que le policier raciste avait raison. C'est ça, le problème. Vous avez fait un choix sur ce que vous voyiez. Et ce que vous voyiez, c'était ma peau. » Bennett s'est tourné vers Peter, une voix ferme. « Jennifer est licenciée. Immédiatement. Elle prend ses affaires et elle part. » Jennifer a tenté de protester. Peter a levé la main. « Madame Bennett a raison. Vous avez soutenu de fausses accusations basées sur un biais racial. Vous êtes renvoyée. Partez, maintenant. » Jennifer a attrapé son sac derrière le comptoir et est sortie en pleurant, sachant que la vidéo existait déjà et la suivrait. Patterson a essayé une dernière excuse. « Madame Bennett, j'ai commis une grave erreur de jugement. Ah, si on pouvait en discuter. » Les yeux de Bennett étaient plantés froids. « Vous m'avez humilié dans mon propre business. Vous m'avez menotté devant mes clientes et mes employés. Vous m'avez traité comme une criminelle parce que je faisais du shopping en étant noire dans un magasin que j'ai construit de mes mains. Votre excuse ne vaut rien. Vous et votre femme allez répondre de ça. » Patterson a ouvert la bouche, mais un autre policier est entré. Renfort appelé par Patterson quand il a annoncé qu'il procédait à une arrestation. Le nouvel agent a regardé la scène, confus. Bennett s'est adressé directement à lui. « Votre collègue vient de m'arrêter à tort, moi, la propriétaire de ce business, sur la base d'un appel raciste de sa femme. Je dépose une plainte formelle auprès de votre service et une action fédérale pour droits civiques. Et tout a été enregistré, caméra de sécurité et téléphone de cliente. » Le renfort a regardé Patterson d'un air qui disait clairement « Erreur qui détruit une carrière ». Peter a parlé, une autorité nette. « Madame Bennett, de quoi avez-vous besoin de ma part ?» Bennett a inspiré et s'est composé, même si ses mains tremblaient encore. « Appelez notre avocate, Sarah Chen. Dites-lui exactement ce qui s'est passé et que je la veux ici immédiatement. Récupérez toutes les images de sécurité de la dernière heure. Prenez les coordonnées de chaque cliente témoin. Et je veux la liste de chaque plainte jamais déposée contre l'agent Patterson. » Peter a acquiescé et a sorti son téléphone. Bennett a regardé Dennis et Patricia, comprenant qu'ils venaient d'entrer dans une chute libre. « Sortez de mon magasin, tous les deux, maintenant. » Les Patterson sont partis sans un mot. Ils ont franchi le soleil de l'après-midi en sachant que les vidéos circulaient déjà et que leur racisme venait de leur coûter tout. Sarah Chen est arrivée chez Bellacore Boutique 40 minutes après l'appel de Peter et a immédiatement commencé à construire ce qui allait devenir l'un des dossiers de droit civique les plus simples et les plus accablants qu'elle ait jamais traités. Elle a commencé par visionner les images de sécurité, et ce qu'elle a vu lui a serré les mains en poing. La vidéo montrait tout, dans un détail parfait. Amara Bennett entrant dans la boutique à 14h14, parcourant paisiblement les présentoirs, agissant exactement comme n'importe quelle cliente. Patricia Patterson, observant Bennett avec suspicion visible dès son entrée, et la suivant en feignant de faire du shopping. Patricia sortant son téléphone à 14h23 et appelant en fixant Bennett. L'agent Patterson arrivant à 14h31 et s'approchant immédiatement de Bennett avec hostilité. Le système avait de l'audio. Chen a écouté chaque mot. Patterson disant à Bennett que des gens comme elle ne font pas du shopping dans des boutiques chères. Patterson ordonnant à Bennett de partir parce qu'elle mettait les clientes mal à l'aise alors qu'elle n'avait rien fait. Bennett déclarant clairement qu'elle était la propriétaire, Patterson l'accusant de mentir, le clic des menottes, les protestations de Bennett pendant qu'on la tirait vers la sortie. C'était accablant, irréfutable.
Chen a aussi récupéré les vidéos de téléphone. L'une était devenue du viral, 8 millions de vues en 3 heures. Légende, propriétaire noir arrêté dans sa propre boutique de luxe par un flic raciste et sa femme Karen. Les commentaires, colère, indignation, exigence de justice. Mais la vidéo et les images n'étaient que le début. Chen a assigné le dossier complet de l'agent Dennis Patterson. Et ce qu'elle a trouvé révélait un schéma de racisme qui aurait dû mettre fin à sa carrière depuis des années. Patterson était policier depuis 22 ans. Sur cette période, 15 plaintes pour usage excessif de la force. 13 provenaient de suspects noirs ou hispaniques, 19 plaintes pour détention abusive, 16 déposées par des minorités. Chaque plainte avait été enquêtée, en interne puis classée, ou sanctionnée par un simple avertissement écrit ignoré. Chen a creusé plus loin. Les arrestations de Patterson sur les 7 dernières années. 44% de ces arrestations de suspects noirs étaient ensuite annulées. Manque de preuves, violation de procédures, décision du parquet. Pour les suspectés blancs, 9%. Le schéma était incontestable, documenté depuis presque une décennie, et le service n'avait jamais agi. Chen a également découvert que Patricia Patterson avait appelé la police sur des personnes noires dans son quartier à 7 reprises en 4 ans. Un Français noir suspect qui faisait son jogging au parc. Il était cardiologue et vivait à 2 pâtés de maison. Une famille noire française faisant un barbecue dans une zone publique. Patricia affirmait qu'il faisait trop de bruit. Aucun voisin ne s'était plaint. Et un adolescent noir français traversant le quartier. Il livrait des journaux. Aucun de ces appels n'avait jamais révélé un crime, parce qu'il n'y en avait pas. Seulement le racisme de Patricia, voyant des menaces là où il n'y en avait pas. L'enquête a aussi révélé un élément explosif. Ryan Mitchell, un avocat français noir vivant dans le même quartier huppé que les Patterson, s'est manifesté après avoir vu la vidéo virale. Il a dit à Chen que l'agent Patterson l'avait arrêté 6 fois en 2 ans alors qu'il conduisait dans son propre quartier, exigeant de savoir où il allait et ce qu'il faisait là. Mitchell avait déposé 3 plaintes formelles. Les 3 avaient été classées non corroborées. Chen a retrouvé 4 autres personnes profilées. Une médecin française noire, détenue en sortant de son service à l'hôpital parce que Patterson l'avait jugée suspecte dans un parking. Un entrepreneur hispanique arrêté et interrogé alors qu'il ouvrait son propre restaurant tôt le matin parce que Patterson a supposé qu'il cambriolait. Un professeur français noir stoppé pendant son jogging parce que Patterson pensait qu'il fuyait quelque chose. Chacun avait été traité comme un criminel pour l'offense d'exister sans être blanc. Le procureur général de l'État a examiné les éléments et a annoncé des poursuites pénales contre l'agent Dennis Patterson. Fausse arrestation, faute officielle, privation de droits sous couleur de la loi et dépôt d'un faux rapport de police. Au total, Patterson risquait jusqu'à 12 ans de prison. En parallèle, Chen a bâti le dossier civil avec une précision dévastatrice. Humiliation, atteinte à la réputation de l'entreprise, détresse émotionnelle d'être menotté et arrêté devant ses employés et clientes, et dommages punitifs assez élevés pour envoyer un message. Elle a déposé une plainte fédérale en droit civique réclamant 690 000 $ à Dennis Patterson, Patricia Patterson et au service de police. Lors des dépositions, les Patterson ont détruit ce qui restait de leur défense. Patricia a admis sous serment qu'elle avait appelé son mari parce que Bennett n'avait pas l'air d'avoir sa place dans ce genre de magasin. Et ça se voit quand quelqu'un ne colle pas. Quand on lui a demandé ce qui, précisément, faisait que Bennett ne collait pas, Patricia n'a pas pu articuler autre chose que des sensations, et a fini par admettre que c'était parce que Bennett était noir, et que Patricia n'avait jamais vu une femme noire posséder une boutique de luxe. La déposition de Patterson a été pire. On lui a demandé pourquoi il n'avait pas cru Bennett. Il a répondu « Ça ne semblait pas crédible. Je n'ai jamais rencontré une situation comme ça. » Quand on lui a demandé ce qu'il entendait par « une situation comme ça », il a tenté de reculer, puis a admis qu'il voulait dire qu'il n'avait jamais vu une femme noire posséder un business haut de gamme
et qu'il avait donc supposé que Bennett mentait. Le moment le plus destructeur est venu quand Chen lui a demandé « Si une femme blanche vous avait dit qu'elle possédait la boutique, l'auriez-vous cru ?» Patterson a hésité longtemps. « Probablement, oui. » Cette réponse, enregistrée officiellement, y a achevé toute possibilité de défense. Une semaine après l'incident, Amara Bennett a tenu une conférence de presse devant sa boutique. Elle se tenait devant le magasin qu'elle avait construit, en tailleur qu'elle avait elle-même dessiné, et a parlé aux caméras d'une voix calme, claire, absolument inflexible. « Je m'appelle Amara Bennett. J'ai construit Bellacore Boutique à partir de rien. J'ai travaillé 3 emplois pour économiser et ouvrir mon premier magasin. J'ai passé des années à apprendre l'industrie, à développer des relations avec des créateurs, à comprendre ce que les femmes veulent quand elles achètent du luxe. J'ai créé quelque chose de beau et de réussi par le travail et la détermination. Et quand je suis entré dans mon propre magasin pour faire du shopping, j'ai été traité comme une criminelle parce que l'agent Dennis Patterson et sa femme Patricia n'étaient même pas capables d'imaginer qu'une Française noire puisse posséder un business comme le mien. Elle a marqué une pause. Leur racisme ne m'a pas seulement blessé, moi. Il a envoyé un message à chaque entrepreneur noir, chaque professionnel noir, chaque personne noire qui travaille dur et réussit. Quoi que nous accomplissions, certaines personnes nous verront toujours comme des criminels d'abord. L'agent Patterson a vu ma peau et a décidé que j'étais suspecte. Sa femme m'a vu faire du shopping et a appelé la police. Et quand je leur ai dit la vérité, ils ont refusé de me croire parce que leurs préjugés étaient plus forts que la réalité. La voix de Bennett s'est durcie. Je ne me tairai pas. Je dépose plainte. Et je poursuis au pénal. Je vais m'assurer que l'agent Dennis Patterson ne portera plus jamais un badge et que sa femme subira des conséquences pour avoir utilisé la police comme une arme contre une femme noire qui ne faisait que faire du shopping. Et j'utiliserai toutes les ressources que j'ai pour que ça n'arrive plus à personne. Des millions ont regardé. La vidéo a été partagée partout. Amara Bennett est devenue le visage d'une conversation nationale sur le profilage racial dans les commerces et sur la manière dont le racisme se glisse dans les interactions du quotidien. Dennis Patterson a regardé la conférence depuis chez lui, suspendu sans solde, sachant que sa carrière était finie, sa retraite perdue et que la prison l'attendait. Patricia l'a regardé aussi, et que sachant qu'elle devenait inemployable et que son nom serait à jamais associé à ce racisme. Et Bennett avait raison. La suite allait le prouver. Le procès pénal de Dennis Patterson a débuté 6 mois après l'arrestation d'Amara Bennett et a duré 2 semaines. L'accusation a présenté une masse de preuves sans place pour le doute. Vidéos montrant l'approche agressive et les propos racistes, audio où il dit que « des gens comme elle n'ont pas leur place », témoignages décrivant son refus de vérifier l'identité même quand Bennett dit être la propriétaire, et sa propre déposition où il admet qu'il n'aurait pas arrêté une femme blanche faisant la même déclaration. La défense a tenté de plaider l'erreur honnête sous pression, une simple réponse à un appel. Et l'accusation a détruit l'argument en présentant 22 ans de plainte montrant un schéma. Taux d'annulation de ces arrestations de suspects noirs presque 5 fois supérieur à celui des suspects blancs et 7 autres victimes décrivant des profilages sans crime. Le jury a délibéré 9 heures et a rendu coupable sur les 4 chefs. Fausse arrestation, faute officielle, privation de droits sous couleur de la loi et dépôt d'un faux rapport. Patterson est resté immobile, visage vide pendant la lecture. 3 semaines plus tard, à la sentence, le juge n'a montré aucune compassion. Agent Patterson, vous aviez un badge et la confiance du public pour protéger et servir tous les citoyens sans égard à la race. À la place, vous avez passé 22 ans à cibler des minorités, faire des arrestations illégales et utiliser votre autorité pour harceler des gens à cause de leur peau. Vous avez arrêté une femme d'affaires dans son propre magasin parce que votre racisme ne vous laissait pas croire qu'une femme noire pouvait posséder une boutique de luxe. Cette peine doit refléter la gravité de votre abus de pouvoir. Le juge a condamné Patterson à 8 ans de prison d'État. La ville a réglé la plainte civile de Bennett pour la totalité des $680 000,
plutôt que d'affronter un jury qui aurait pu aller plus haut. C'était le plus gros règlement pour profilage racial dans un dossier retail de l'histoire de l'État. Et l'accord imposait des réformes. Formation obligatoire sur les biais pour tous les agents, comité civil indépendant pour enquêter sur les plaintes, suspension immédiate pour tout agent présentant un schéma de plainte de biais, et rapport public trimestriel sur les statistiques d'arrestation ventilées par race. Le chef de la police Donald Morrison a été forcé de démissionner après qu'on a révélé qu'il avait personnellement classé 3 plaintes contre Patterson sans enquête. Les affaires internes ont mené un audit du département et ont identifié 37 agents avec des schémas similaires. Multiples plaintes d'usage excessif de la force ou d'arrestations abusives, déposées surtout par des minorités, toutes mal enquêtées. 22 ont été licenciés. 15 ont été placés en avertissement final avec réentraînement et supervision. Patricia Patterson a subi une ruine sociale et financière, même sans poursuite pénale. Son identité de femme qui a appelé la police sur la propriétaire noire est devenue virale. Plus de 60 millions de vues. Son club a annulé son adhésion. Mais ses amis ont cessé de rappeler. Son job à temps partiel dans une association l'a licenciée après menace des donateurs de couper les fonds. Elle est devenue, nationalement, la Karen qui a détruit la carrière de son mari et l'a envoyée en prison. Et cette réputation l'a suivie partout. Jennifer, la vendeuse licenciée, s'est retrouvée inemployable dans le retail. Son visage apparaissait dans des vidéos virales où elle soutenait la fausse arrestation de sa propre patronne. À chaque candidature, les recruteurs la googlaient. Elle a fini en restauration rapide au salaire minimum, portant la marque permanente de « l'employé qui a dit à la propriétaire de partir ». Amara Bennett a utilisé 200 000 $ de son règlement pour créer la Equality in Commerce Foundation, une association offrant une aide juridique aux victimes de profilage racial dans les commerces et des formations anti-biais pour les employés et managers. En 3 ans, la fondation a aidé 96 personnes, souvent des clientes noires suivies, interrogées ou accusées à tort. Son entreprise, elle, a grandi. Les ventes des 4 boutiques Bellacor ont augmenté de 53%. Des gens choisissaient de venir pour la soutenir. Elle a ouvert 3 nouveaux sites en 2 ans, s'est étendue et a dépassé 70 employés. Elle est devenue une conférencière très demandée sur l'entrepreneuriat et la justice raciale. Des grandes chaînes l'ont sollicitée pour conseiller sur leur politique anti-discrimination. Elle a travaillé avec 6 enseignes nationales pour concevoir des protocoles de gestion des soupçons de vol fondés sur des comportements observables, pas sur l'apparence. 5 ans après son arrestation, Amara Bennett possédait 9 boutiques Bellacor, générant plus de 12 millions de $ de chiffre annuel. Sa fondation avait aidé des centaines de victimes et fait évoluer des politiques dans des dizaines de commerces. Dennis Patterson était toujours en prison, 3 ans avant l'éligibilité à la libération conditionnelle, connu des détenus comme le flic qui a arrêté la propriétaire dans son propre magasin et a détruit sa vie. Patricia avait déménagé dans un autre État et repris son nom de jeune fille, mais Internet n'oublie pas. Les vidéos circulaient toujours. Les images de sécurité et les vidéos clients de l'arrestation de Bennett restent parmi les exemples les plus vus de profilage racial dans le commerce, utilisés dans des formations d'entreprise, des cours universitaires sur le racisme et les biais, et des ateliers de diversité comme preuve que la réussite ne protège pas de ceux qui refusent de voir au-delà de la peau. La leçon a été brutale et publique. L'agent Patterson et sa femme ont vu une femme noire faire du shopping, et leur racisme leur a montré une criminelle plutôt qu'une propriétaire. Cette hypothèse a coûté à Patterson 8 ans de liberté et sa carrière, à Patricia sa réputation, à la ville 680 000 $, et elle a exposé des décennies d'échecs d'un département à affronter ses biais. Mais Amara Bennett était entrée dans sa propre boutique pour faire du shopping et a été arrêtée pour être noire dans un espace que des racistes jugeaient qu'elle ne méritait pas d'occuper. Mais son refus d'accepter cette injustice en silence
a forcé tout un système à faire face à ces défaillances et à créer des protections qui aideraient d'innombrables personnes après elle. Si cette histoire prouve que même les propriétaires à succès ne sont pas à l'abri du profilage, partagez-la avec tous ceux qui doivent comprendre que le racisme dans le retail est réel et destructeur. Quelle formation et quelle politique empêcherait les employés et la police de cibler des clients et entrepreneurs noirs? Proposez vos solutions dans les commentaires, et si vous pensez que les gens doivent être jugés sur leurs actes et leur caractère, et pas sur leur peau, abonnez-vous. On vous apporte d'autres histoires où se dresser contre l'injustice coûte tout aux racistes et crée un changement durable qui protège la prochaine génération.